avant que nous ne fassions l'appel, je voudrais saluer l'arrivée au sein de notre conseil municipal de Jules Petrella, qui est assise là-bas, à côté de Madame Lebas. Si le Benjamin de l'Assemblée veut bien faire l'appel. Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Dallier, Philippe. Présent. Anachkov, Yvon, absent, excusé. Mandat, Madame Katia Kopi. Sujol, Marc. Il est là. Gartner, Annick, absente, excusée. Mandat, Madame Françoise Reynaud. Sarla, Patrick. Présent. Reynaud, Françoise. Présent. Carbonel, Serge. Présent. Simonet, Geneviève. Assayac, Sabrina. Présent. Simonin, Jackie. Présent. Trottet, Chantal. Présent. Edine, Jean-Marc. Présent. Nolot, Johan. Présent. Diallo, Mamadou, Massinanké, présent. Copie, Katia. Présent. Lepage, Anne-Marie. Présent. Ouette, Thérèse. Présent. Bergeon, Martine, absente, excusée. Mandat, Monsieur Patrick Sarda. Slonsky, Brigitte. Corne, Patricia. Martin, Nicolas, absent, excusé. Mandat, Madame Geneviève Simonet. Chabot, Patricia. Conabadi, Xavier. Prugnot, Mélanie. Présent. Lode, Voigt, Catherine. Présent. Medzi, Anissa. Présent. Jinja, Cédric. Jinja, Cédric. Gaënès, Kamel. Gaënès, Kamel. Guilou, Astrid, absente, excusée. Mandat, Monsieur Marc Sujol. Deslandes, Lionel. Présent. Denis, Bernard. Denis, Bernard. Absent, excusé, procuration à M. Chef. Il y a un mandat? Oui, oui. Ok, merci. Denis Bernard, absent, excusé, mandat, Monsieur Schleck. Schleck, Jean-François. Présent. Calizir, Sandrine. Présent. Lebar, Johnny. Présent. Petrella, Julie. Présent. J'ai terminé, monsieur le maire. Mes chers collègues, avant que nous débutions nos travaux, je voudrais rendre hommage et saluer la mémoire de Christine Gauthier qui nous a quittés le 12 août dernier au cœur de l'été. Bien sûr, depuis près de 2 ans et demi, nous savions, puisqu'elle en parlait sans difficulté et même parfois en plaisantant, que Christine était atteinte d'un cancer et des plus méchants. Mais son extraordinaire courage moral et physique qui lui avait permis de surmonter les nombreuses interventions qu'elle avait dû subir, son sourire, même lorsque les choses n'allaient pas très fort, et tout simplement son envie de vivre, avait fini par nous convaincre que peut-être elle gagnerait ce combat contre la maladie. Malheureusement, la maladie a été la plus forte. Pourtant, il y a quelques semaines seulement, en juin, elle était parmi nous, assistait au bureau municipal, au conseil d'école, travaillait avec les services de la ville pour préparer cette rentrée des classes qu'elle n'aura finalement pas pu partager avec la communauté éducative. Sa disparition a été un choc pour tout le monde. Et dès son annonce, des dizaines de messages de condoléances et de sympathie pour sa famille, son mari, ses enfants, ses petits-enfants, ses proches et la municipalité ont été déposés sur le site de la ville. Tous ces messages soulignent les qualités humaines de Christine, sa gentillesse, son dévouement et saluent, de la part de ceux qui la savaient malade, la force de caractère qui lui a permis, presque jusqu'au bout, d'assumer les fonctions dont elle avait la charge. Oui, Christine nous a donné, à tous, une sacrée leçon de courage et de volonté. Christine était une femme de caractère, issue d'une famille très modeste. Elle a grandi à Aulnay et avait connu, dans son enfance, des moments difficiles dont elle parlait très peu. Peut-être est-ce ce qui lui a donné ce sens de l'engagement au service des autres. Après son mariage et un détour par la Charente, département de Bernard, son mari,
En 1984, ils s'installeront au pavillon sous-bois, allée du Collège Fabien. Ils y élèveront leurs 3 enfants et Christine s'engagera dans les associations de parents d'élèves. C'est dans le cadre de ses responsabilités que j'ai fait sa connaissance en 1996 ou 1997 et que je lui ai proposé en 2001 d'intégrer l'équipe municipale. Elle fut alors une élue très impliquée, ce qui me conduira en 2008 à lui proposer le poste d'adjointe au maire en charge des espaces verts et de la propreté. Femme de terrain, dans le cadre de ces délégations, Christine arpentera les rues de notre ville avec les équipes, parfois très tôt le matin ou le dimanche après-midi pour le nettoyage du marché de Chanzy, et sera, pour cela, comme pour son sens de l'écoute, très appréciée et respectée par les personnels de la ville en charge de ces missions difficiles. Lorsqu'elle venait me voir pour plaider leur cause ou me demander des moyens supplémentaires, eh bien, croyez-moi, elle y mettait toute sa force de conviction. En 2020, Katia lui confiera une autre délégation, celle d'adjointe au maire en charge de l'éducation et du périscolaire. Elle retrouvera alors un domaine qu'elle connaissait bien pour ses longues années de bénévolat au sein de la Fédération des parents d'élèves de la paix. Là aussi, elle se consacrera avec ardeur à ses nouvelles fonctions en ces mois si compliqués de la crise du Covid. Au total, Christine aura consacré près de 30 années de sa vie au service des autres, dont 22 années comme élue des pavillons sous-bois, et même 6 années comme suppléante de notre député Alain Ramadi. Elle fut également active dans diverses associations, notamment celle de nos jumelages avec Braclay et Bragança. Son sourire, sa joie de vivre, sa bonne humeur, parfois teintée d'une petite pointe de voix inimitable, vont terriblement nous manquer, mais nous n'oublierons pas. Et pour lui rendre hommage, je vous proposerai de planter en novembre prochain un arbre à sa mémoire dans le square Honoré-l'Étienne d'Orbe, le square du Conservatoire. Et dans cette attente, eh bien, je vais vous proposer dans quelques instants de marquer une minute de silence. Est-ce que certains souhaitent dire quelques mots? Madame Lemar. Merci, monsieur le maire. Je ne reviendrai pas sur toutes les qualités de Christine Gauthier que vous avez évoquées. Elle va manquer à l'équipe municipale, elle va manquer à la ville, mais elle va manquer aussi personnellement, parce que c'est une personne avec qui j'ai aimé travailler. C'était une travailleuse infatigable, effectivement toujours sur le terrain, connaissant parfaitement ses dossiers et avec un respect pour les autres que j'admirais profondément. Voilà, donc je vais lui rendre cet hommage ce soir, parce qu'à moi aussi, elle va beaucoup me manquer. Merci. Monsieur Chouet. Merci, monsieur le maire. Je voulais tout simplement dire devant cette assemblée, au nom de mes collègues, combien nous avons été émus par la disparition d'Alain Gauthier, avec qui nous avons pu avoir des échanges qui ont toujours été fructueux. Il a toujours été à l'écoute de nos demandes, nous apportant les réponses aux questions que nous avons posées. Une personne qui a fait preuve effectivement d'un grand courage, et nous voulions présenter bien entendu toutes nos condoléances à sa famille et nous associer à l'hommage que vous avez rendu. Je crois que vous avez tout dit sur ce qui était Christine Gauthier et surtout l'action qu'elle a conduite au service des pavillonnais. Elle manquera beaucoup à ce conseil municipal. Je vous remercie. Merci. Katia. Excusez-moi parce que c'est très dur. J'avais fait un petit discours à son enterrement et je pourrais le mettre à votre disposition si vous le voulez, mais je ne le dirai pas ici aujourd'hui. La seule chose que je peux vous dire, c'est dans le ciel, il y a une étoile. Une étoile pour notre petite mère courage. Voilà. Et elle nous manque beaucoup. Elle me manque beaucoup. Excusez-moi. Je vous propose de marquer une minute de silence.
vous remercie. Voilà, nous allons reprendre nos travaux. Vous avez reçu l'ordre du jour. Vous avez une délibération supplémentaire sur table qui est une subvention pour la Fondation de France après le séisme au Maroc. Nous en débattrons un peu plus tard. Et il y a une délibération qui a été retirée puisqu'elle n'a plus d'objet. On en dira quelques mots au moment de l'examiner. Voilà. La première délibération, il nous faut maintenant redélibérer sur le nombre d'adjoints au maire après la disparition de Christine. Donc cette délibération vous propose de maintenir ce qui avait été décidé précédemment, c'est-à-dire que nous aurons toujours 9 adjoints au maire. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Alors la délibération dit aussi que l'adjoint qui sera élu occupera dans le tableau, on ne modifiera pas l'ordre du tableau, le nouvel adjoint viendra en lieu et place de Christine. Pas de questions. Qui vote pour ? Merci. Adopté. Donc la délibération suivante, il s'agit de l'élection d'adjoint au maire. Est-ce qu'il y a des candidatures ? J'enregistre la candidature de Madame Katia Coppi. Est-ce que quelqu'un souhaite que nous votions à bulletin secret ou est-ce que nous pouvons voter à main levée ? Il faut un accord pour qu'on vote à main levée. Oui. Voter à main levée, oui. Oui, très bien. Eh bien, écoutez, qui vote pour Mme Katia Coppi ? Je vous remercie. Qui s'abstient ? Merci. Donc, Mme Katia Coppi est élue adjointe au maire en charge de l'éducation. Ça, c'est la délégation qu'elle recevra à la suite de ce vote. Il s'agit ensuite de redésigner les représentants de la commune des Pavillons-sous-Bois au sein du Conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est. Alors là, il va falloir procéder à une élection, d'autant que vous avez 2 listes en présence, puisque nos collègues de l'opposition nous ont fait part de leur intention de déposer une liste qui comporte en numéro 1 M. Bernard Denis, en numéro 2 Mme Calésir, en numéro 3 M. Jean-François Schleck. Et pour la majorité, vous devez avoir des bulletins pour ceux qui le souhaitent. Merci. Il va donc falloir qu'on fasse l'appel et que quelqu'un se saisisse de l'urne. Le plus jeune et le deuxième plus jeune, il est là, donc je lui demande de bien vouloir passer au centre. Monsieur Dallier Philippe. À voter. Monsieur Anachkov Yvon, absent excusé, mandat, Madame Katia Coppi. À voter. Monsieur Sujol Marc. À voter. Madame Gartner Annick, absente excusée, mandat, Madame Françoise Reynaud. À voter. Monsieur Patrick Sardin. À voter. Madame Reynaud Françoise. À voter. Monsieur Carbonel Serge. À voter. Madame Simonet Geneviève. À voter. Madame Assayag Sabrina. À voter. Monsieur Simonin Jacqui. À voter. Madame Trottet Chantal. À voter. Monsieur Edine Jamarc.
À voter. Monsieur Nonot Johan. À voter. Diallo Mamadou Sinonké. À voter. Madame Kopi Katia. À voter. Madame Lepage Anne-Marie. À voter. Madame White Thérèse. À voter. Madame Bergeau Martine, absente, excusée. Mandat, Monsieur Patrick Sarlat. À voter. Madame Slansky Brigitte. À voter. Madame Korn Patricia. À voter. Monsieur Martin Nicolas, absent excusé. Mandat, Madame Geneviève Simonet. À voter. Madame Chabot Patricia. À voter. Monsieur Conabadi Xavier. À voter. Madame Prugno Mélanie. À voter. Madame Lodouette Catherine. À voter. Madame Medzi Anissa. À voter. Monsieur Ginja Cédric. Absent. Monsieur Ganès Kamel. À voter. Madame Guillois Astrid, absente excusée. Mandat, Monsieur Marc Sujol. À voter. Monsieur Deslandes Lionel. À voter. Madame Denis Bernard. Monsieur Denis Bernard, pardonnez-moi. Mandat, Monsieur Jean-François Schleck. À voter. Monsieur Jean-François Schleck. À voter. Madame Calizire Sandrine. À voter. Madame Lebar-Geny. À voter. Madame Petrella Julie. À voter. J'ai terminé, Monsieur le maire. Alors, il s'agit, c'est peut-être un peu juste au milieu. Oui. Alors, qui veut assister Johan de Note pour ce dépouillement? Julie Petrella ou quelqu'un de l'opposition si vous le souhaitez? Non?
La liste présentée par nos collègues de l'opposition, Bernard Denis, Anne-Calizy, M. Schleck, a recueilli 3 voix. Il y a un blanc et 30 voix pour la liste de la majorité. Donc, sont donc désignés représentants de la ville des Pavillons-sous-Bois au sein de l'EPT Grand Paris Grand Est, Mme Katia Coppi, M. Patrick Sarda, Mme Sabrina Assayag et M. Serge Carbonel. Le maire, il est en de droit. Je vous remercie. Je reviens un peu en arrière, excusez-moi, mais j'ai oublié de soumettre à votre délibération les procès-verbaux des séances des 9 juin et 26 juin. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces procès-verbaux? Je n'en vois pas. Je les mets aux voix. Qui approuve le PV du 9 juin? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Abstention. Merci. Pour le 26 juin, même vote? Même vote? Non, pas même vote. 3 contre. Pour le 26 juin. Pour le 26 juin, 3 contre. Bon. Une abstention. D'accord. Les autres votent pour. Donc, ces 2 procès-verbaux sont adoptés. Alors, il va maintenant nous falloir procéder à la désignation des représentants de la commune auprès d'un certain nombre d'organismes. On commence avec la délibération numéro 4, et c'est la désignation des membres du conseil municipal et des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux, à la commission consultative des services publics locaux. Voilà, donc nous vous proposons les candidatures comme membres titulaires de Mme Chantal Trottet, M. Marc Sujol, M. Patrick Sarda, Mme Anne-Marie Lepage et M. Bernard Denis, et comme suppléants, Sabrina Assayag, Mamadou Essinanké Diallo, Kamel Ganès, Jean-François Schleck et Génie Lebar. Pour les usagers, représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux, M. Olivier Châtelain, qui préside l'Union des commerçants de Chanzy, et M. Jacques Dewel, habitant intéressé. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui vote pour? À l'unanimité, adopté. La désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du collège Éric Tabarly. Nous vous proposons en titulaire Mme Brigitte Slonsky, en suppléant Mme Katia Coppi. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. La désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration de l'APJC. Nous vous proposons Mme Patricia Chabot et Mme Anissa Mezzi. Des questions, M. Schleck? Oui, merci. Il me semblait, en voyant la délibération, qu'était laissé en blanc, en quelque sorte, le nom des représentants, ce qui laissait supposer que peut-être... Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, je reprends. Oui. Dans la délibération, les noms des personnes désignées étaient encore en blanc, donc ce qui laissait supposer que peut-être, puisqu'il n'y a que 2 sièges à la PJC, peut-être qu'on pouvait envisager la candidature d'un membre de l'opposition avec celle d'un membre de la majorité. On avait déjà évoqué cette question. En fait, c'était dû au fait que les statuts de l'association ne permettaient pas un nombre de représentants du conseil municipal au-delà de 2, ce qui n'est pas le cas pour d'autres associations. Par exemple, au Stade de l'Est, il va y avoir 3 sièges, donc ce qui permet de... Voilà, la question est de savoir si on pourrait éventuellement porter une candidature d'un des membres de l'opposition pour pouvoir siéger à ce conseil d'administration. Écoutez, comme vous venez de le faire remarquer, quand les statuts des associations permettent une représentation de la ville à partir de 3 sièges, 4 sièges, nous laissons une place à l'opposition. À partir du moment où on est sur 2 sièges, ça semble difficile. Ça semble difficile. Enfin, nous ne l'avons pas fait par le passé et nous ne souhaitons pas particulièrement le faire. Voilà, il faudrait que les statuts en question changent, qu'ils prévoient à ce moment-là 3 représentants, et puis ça devrait pouvoir se faire, mais sur 2, c'est un peu court. Voilà. Donc j'ai presque envie de dire que la balle n'est pas tant dans notre camp que dans le leur, pour le coup. Alors, je mets au voie cette délibération. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du Stade de l'Est pavillonné. Donc, il y a 5 représentants à désigner. Donc, nous proposons
Madame Julie Petrella, Monsieur Johan Nolot, Monsieur Jacques Simonin, Madame Mélanie Prugnot et Monsieur Bernard Denis. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Tout le monde pour le coup. Ah pardon, Madame Levard s'abstient. Alors, une abstention. La délibération est adoptée. La désignation des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration des délégués départementaux de l'éducation nationale. Et nous proposons la candidature de Mme Katia Coppi, adjointe en charge de ces questions, et de Mme Brigitte Slonski. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Merci. Qui s'abstient? 4 abstentions. Adopté. La désignation des représentants du conseil municipal à la commission municipale enseignement, jeunesse et sport. Alors, conformément à notre règlement intérieur, il nous faut systématiquement redélibérer lorsqu'il y a des modifications. Et donc, en tant que membre de droit, Katia Coppi, adjointe en charge, et Johan Nolot, qui est en charge du sport. Et nous vous proposons, comme membre de la commission, Madame Geneviève Simonet, Madame Thérèse Ouette, Madame Patricia Corr, Madame Chantal Trottet, Madame Martine Bergeau, Madame Mélanie Prugnot, Madame Catherine Lelouette, Madame Anissa Mezzi, Monsieur Cédric Gingia, Monsieur Bernard Denis, Monsieur Jean-François Schleck et Madame Gélie Lebar. Des questions? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Qui vote pour? Adopté, je vous en remercie. Désignation des représentants du conseil municipal à la commission municipale santé, petite enfance, dépendance, handicap. Donc les membres de droit sont Annie Gartner, Françoise Reynaud et Jean-Marc Lédy, qui ont tous une délégation sur ces sujets. Et nous aurons ensuite nos membres de la commission, Madame Martine Bergeau, Patricia Corn, Patricia Chabot, Mélanie Prugnot, Catherine Lelouette, Anissa Mezzi, Sandrine Calizir, Jean-François Schleck, Madame Génie Lebar, Madame Julie Petrella. Pas de questions? Qui vote pour? Je vous remercie. La désignation des représentants du conseil municipal à la commission des finances, adjoint en charge Serge Carbonel, membre de droit. Et nous aurons ensuite Mme Sabrina Sayag, Anne-Marie Lepage, Brigitte Lonsky, Patricia Chabot, Catherine Ledouette, Xavier Konabadi, Jean-Marc Hédine, Mamadou Massinanké Diallo, Bernard Denis, Jean-François Schleck et Mme Julie Petrella. Qui vote pour? Je vous en prie. Monsieur le maire, je voulais savoir si je ne pouvais pas intégrer cette commission. Étant la seule de ma liste à avoir été élue, je suis exclue de cette commission et c'est pas toujours très pratique pour moi, quand je dois préparer le budget, de ne pas avoir été présente à cette commission. J'en avais fait la demande, on m'avait dit qu'il y avait déjà trop de membres, donc je renouvelle la demande si c'était possible. Écoutez, franchement, moi je n'y vois pas l'inconvénient, si ce n'est qu'il faut que nous soyons raccord avec le règlement intérieur. En fait, nous avons un règlement intérieur qui nous corsette un peu, pour tout dire. Parce qu'on fixe le nombre, et puis il faut systématiquement redélibérer quand il y a des changements. Enfin, franchement, il y a des collectivités où c'est plus simple. Donc, on est au nombre maximum. On peut rajouter quelqu'un. Madame Lebar, vous avez satisfaction, donc nous rajoutons notre nom. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Voilà. Alors, je mets aux voix, par contre, enfin, malgré tout. Qui vote pour? Merci. Adopté. Alors, nous avons ensuite une des délibérations complètement différentes. Il s'agit de l'acquisition de la parcelle T44 située au 2 allée Henri Barbus au pavillon sous-bois. Et c'est Patrick Sardec qui nous en parle. Merci, monsieur le maire. Donc, comme on a vu en commission de travaux, on achète une parcelle à 1 €. C'est Steve qui nous le cède parce qu'il devait faire des parkings. Et voilà. J'aimerais bien que ça soit ce prix-là, mais je pense qu'il y a un petit problème de délibération. Ah, pardon, 44. Ah oui, 2. Je ne suis pas certain que le propriétaire apprécierait beaucoup la proposition que vous venez de faire, mais bon. Non, c'est le 2 à Si jamais il nous regarde, je le rassure tout de suite, il s'agit d'une erreur, nous allons rectifier. C'est le terrain à la Bazoche, 2 allées Barbus, que l'on achète. On achète les murs des 2 commerces. C'est une seule propriété et nous l'achetons à 320 000 €. Voilà, donc c'est
une affaire qui se conclut après des mois et des mois de discussion. Tout cela a été très long. Bon, vous savez, la ville s'est rendue propriétaire il y a déjà bien des années des locaux de la boucherie et du traiteur chinois ou japonais, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler. Et nous sommes propriétaires sur la place de l'autre côté des locaux qui abritent aujourd'hui la Maison de l'Emploi. Et entre les deux, nous avons les locaux qui accueillent aujourd'hui le primeur et puis dans l'angle un kebab, je ne sais pas comment on les appelle, mais enfin c'est à peu près le terme qui convient. Voilà, donc le propriétaire s'est décidé à vendre et bien évidemment nous portons à cœur des murs et je le redis, afin de pouvoir maîtriser l'avenir du commerce local, c'est ce que nous ferons le plus souvent possible, alors bien évidemment en fonction des finances de la ville, parce qu'il n'est pas non plus possible de se porter acquéreur de tout ce qui pourrait passer, mais lorsqu'il y a un intérêt manifeste et que cela s'inscrit déjà dans la suite des propriétés dont nous sommes les propriétaires, il est bien évident que nous ne laisserons pas passer une occasion comme celle-là, et il conviendra ensuite de voir ce que nous pouvons faire pour assurer la pérennité du commerce local sur la place de la Bazoche comme ailleurs, sachant que les locaux en question sont quand même dans un état qu'il va falloir regarder de près. Voilà, en tous les cas, après des mois et des mois de discussion, nous sommes parvenus à cet accord avec le propriétaire et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la ville. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Schleck? Oui, merci. Donc, je n'ai pas pu assister à la... J'ai appuyé sur le bouton. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, malheureusement, je n'ai pas pu assister à la commission parce qu'on a eu l'information un petit peu tardivement. Ma question concerne donc là le coût pour la commune est de 320 000 €. Ça concerne les murs, il n'est pas question des fonds de commerce. Est-ce qu'il y aura une dépense supplémentaire pour l'achat du fonds de commerce? Il y a deux commerces en fait. Il y a un local de restauration rapide et donc l'épicier, le primeur. Oui. Donc il va y avoir sans doute des dépenses supplémentaires. Oui. Est-ce qu'on a une petite idée de la somme que ça pourrait représenter? Normalement, c'est pas encore. Nous ne sommes pas au bout des négociations, donc on va éviter de donner des chiffres. Je pense que mais ça n'ira pas chercher. Voilà, ce sera des sommes que l'on peut considérer comme tout à fait absorbables par le bureau municipal, par le conseil municipal et par le budget municipal. D'autres questions? Je ne vois pas. Je mets au voie cette délibération. Qui vote pour? À l'unanimité. Je vous remercie. Alors, après la délibération numéro 13, la cession par Île-de-France Mobilité de la parcelle cadastrée section numéro 15, 6 au 217 boulevard Pasteur à la commune, pour 1 €, là, pour le coup. Patrick Sarda. Oui. Merci, monsieur le maire. Oui, donc c'est celle-ci qui est pour 1 €. Elle se trouve au 217 boulevard Pasteur et la démolition sur le terrain est nue. Voilà, donc c'est un terrain qui avait été acquis par Île-de-France Mobilité dans le cadre de la réalisation du débranchement du T4 en vue de construire un certain nombre de places de parking supplémentaires, parce que je vous rappelle que beaucoup de places de parking avaient été, de stationnement sur chaussée avaient été supprimées, notamment boulevard de la République à Livry-Gargan, et donc Île-de-France Mobilité s'était engagée à essayer de reconstituer un minimum d'offres. Et c'était porté acquéreur de cette parcelle qui est une petite parcelle enclavée et au bout du compte, contrairement à ce qui était fait de l'autre côté sur un terrain qui était plus grand, la réalisation de ce parking n'est pas allée au bout. Donc aujourd'hui, Île-de-France Mobilité ne sait plus quoi faire de ce terrain et donc a proposé de le céder à la ville pour 1 € et nous allons voir ce que nous pouvons en faire. Alors ceci étant dit, il n'est pas question de le revendre dans la foulée en faisant un beau bénéfice. Il y a une clause qui l'interdit pendant 5 années. Effectivement, la ville ne peut pas revendre ce terrain. Alors nous verrons ce que nous pourrons en faire, soit le louer, soit... Bon, la décision n'est pas prise. Mais en tous les cas, Île-de-France Mobilité n'en faisant rien, il est préférable que ce soit la ville qui soit en charge de lui trouver une destination. Des questions? Monsieur Schleck.
Oui, merci. Je voulais poser une question d'ordre juridique, puisque dans la présentation, on voit ce terme juridique que je ne connaissais pas, avec clause de retour à meilleure fortune. Ah oui, c'est un grand classique, ça. Je ne connaissais pas. Donc, si j'ai bien compris, donc en fait, pendant 5 ans, on n'a pas la totale maîtrise d'un projet qui pourrait advenir sur ce terrain. On va pouvoir faire de l'allocation à l'allocation. Voilà, ça va être provisoire. Donc c'était ma question, mon observation. Et ce qui veut dire qu'au finalement, au bout de 5 ans, on pourra, enfin la commune, la majorité à cette époque-là, pourra céder le terrain pour, par exemple, faire une promotion immobilière. Ça pourrait être possible. Je ne dis pas que c'est dans les intentions de la majorité, mais ça pourrait être possible. Bah, écoutez, vous irez voir le terrain et puis vous m'expliquerez ce qu'on pourrait construire dessus. Je pense que vous n'avez pas une bonne vision de, ce qu'est cette parcelle. Voilà. Elle doit faire moins de 10 mètres de large. Voilà, enfin, c'est... Non. Voilà. Mais ce que signifie le terme de retour à meilleure clause de retour à meilleure fortune, c'est qu'effectivement, si jamais la ville décidait de vendre ce terrain avant les 5 ans, la somme qu'empêcherait la ville finirait dans les poches d'Île-de-France Mobilité, qui considérait que... oui, je n'utiliserai pas ce terme-là, mais en tous les cas, que nous n'avions pas respecté les termes de l'engagement que nous avons pris. Mais au moins pendant 5 ans, nous allons pouvoir trouver une destination à cette parcelle qui est petite, enclavée et mal fichue en plus. Donc, je vous invite à aller sur place et à constater cela de visu. Alors, je mets au voie cette délibération. Qui vote pour? Merci. Adopté. Ensuite, l'avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition des installations sportives au collège Tabarly. Ah oui, pardon, je ne l'ai plus dans... Oui, alors nous retirons la délibération que je n'ai plus sous les yeux, qui avait été, par précaution, inscrite à l'ordre du jour, avant que nous ne vérifions que... parce que tout ça reste conditionnel. La ville des Pavillons-sous-Bois devrait, ça se confirmera avant le 31 décembre, entrer dans les dispositifs de la politique de la ville. Avant le 31 décembre, parce que pour l'instant, nous ne sommes que sur des propositions du préfet de département, au préfet de région et au ministère, enfin à l'Agence nationale de cohésion du territoire, et puis après au ministre. Les décisions seront prises par l'État avant la fin de l'année, et si jamais la ville rentre dans les dispositifs de la politique de la ville, nous aurons, le calendrier a été précisé récemment, jusqu'au mois de mars, au printemps, pour signer un contrat de ville, alors en partenariat avec l'EPT, puisque cette politique est une politique déléguée à l'EPT. Et lorsque ce contrat sera signé, et seulement à ce moment-là, il y a de facto, parce que c'est inscrit dans la loi, sauf délibération contraire du conseil municipal, un certain nombre d'exonérations de taxes foncières qui sont accordées. Alors, il y a celles dont bénéficieront les bailleurs sociaux, qui seront dans les périmètres politiques de la ville. Ça, nous ne pouvons pas y toucher. Mais par contre, tous les commerces qui sont dans le périmètre politique de la ville pourraient être exonérés de taxes foncières si jamais nous ne nous y opposions pas. Il est clair, et je vous le dis, puisque le sujet reviendra, que nous ne laisserons pas passer une telle disposition qui pénaliserait les finances communales de manière importante. Enfin, je dis importante, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais en tous les cas, toutes les entreprises situées dans le périmètre, de facto, seraient exonérées. Alors, si cette disposition a du sens dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, tels qu'on les imagine, quand on pense aux grands ensembles, Clichy, Montfermeil, Bondy-Nord, etc., là, il y avait une vraie logique avec ces exonérations, c'est de faire revenir de l'activité ou du commerce dans des zones qui en sont dépourvues. Au Pavillon-sous-Bois, nous n'avons pas ce genre de quartier et nous n'avons pas de problème. Alors, on a parfois des problèmes de qualité de commerce et nous essayons d'y veiller, mais en tous les cas, nous ne rencontrons pas les mêmes difficultés que dans ces grands quartiers et dans ces grands ensembles. Et voilà pourquoi, à mon sens, il ne serait pas logique, tout simplement, d'accorder ces exonérations de taxes foncières qui pénaliseraient le budget de l'État. Et j'en profite pour
redire un certain nombre de choses sur ces dispositifs. La politique de la ville, c'est bien, parce que l'État va amener les moyens, mais la ville devra amener à l'euro ce que l'État amène, et en plus de cela, il y a des exonérations de taxes foncières qui viendront pénaliser le budget de la commune, mais que personne ne compensera. Bon, donc au total, la politique de la ville, ça n'est pas, si certains le pensaient, il faut oublier cette idée, ce ne sont pas des moyens que l'État amène et dont la ville peut disposer. Il y a des contreparties fortes que nous inscrirons dans un contrat de ville, mais en plus de cela, il y a des exonérations de taxes foncières, notamment pour les bailleurs sociaux, et qui viendront gréver le budget communal. Tout cela sera travaillé d'ici la fin de l'année, et plus encore d'ici le mois de mars prochain. Et donc, la délibération que nous avions proposé d'inscrire, eh bien, écoutez, vous la retrouverez à l'automne prochain, puisque tout cela ne sera pas applicable en 2024. Monsieur Schleck. Oui, permettez-moi une question sur votre propos. Je n'ai pas bien compris l'exonération de la taxe foncière par les bailleurs sociaux, puisque la taxe foncière est payée par les personnes qui sont propriétaires de leur logement, et donc par définition dans un logement social, il n'y a que la taxe d'habitation qui a disparu à payer. Donc je ne comprends pas bien le... Je m'étonne que vous me posiez une question pareille, parce que le problème des exos de taxes foncières, j'en ai parlé ici des dizaines de fois, parce que l'un de mes combats au Sénat, à la Commission des Finances, et en tant que rapporteur du budget du logement et de la politique de la ville, a été de reprocher à l'État, tout gouvernement confondu, d'accorder des exonérations aux bailleurs sociaux dans le cadre de la politique de la ville, et plus globalement, puisque un bailleur social, indépendamment de la politique de la ville, lorsqu'il construit, pendant 20 à 25 ans, il est exonéré de taxes foncières. Mais c'est la loi qui le dit. Tout propriétaire dans ce pays est soumis à la taxe foncière. Que ça soit un particulier, que ça soit un bailleur social, que ça soit une entreprise qui soit propriétaire des locaux et des terrains, tout propriétaire est soumis à la taxe foncière. Tout. Et donc les bailleurs sociaux comme les autres. Si ce n'est que dans la loi, il est dit que les bailleurs sociaux, lorsqu'ils construisent, pendant 20 à 25 ans, ils sont exonérés. Exonérés par la loi et par l'État. Et en théorie, l'État est censé compenser la perte de recettes au bénéfice des budgets des communes. Sauf que dans la vraie vie, ça n'est pas vrai. Et cela fait des années et des années que ça n'est plus vrai, parce que c'est des choses qui ont été modifiées au fil du temps. Et vous regarderez le budget de la ville des pavillons sous bois, et vous regarderez la ligne compensation des exonérations de taxes foncières, et vous verrez ce qu'elle représente. Et si vous prenez cette ligne sur les 10 ou 15 dernières années, elle a fait comme ça. C'est-à-dire que l'État, au fil du temps, et ça tient à l'enveloppe normée de la DGF, hein, on en parle aussi de temps en temps au moment du budget, cette enveloppe normée de la DGF, c'est-à-dire les sommes que l'État consacre aux collectivités territoriales, eh bien, il y a ce qu'on appelle des variables d'ajustement de cette enveloppe normée. Et dans les variables d'ajustement figurent les compensations par l'État des exonérations de taxes foncières qu'il accorde lui. Et au fil du temps, ce sont les communes qui ont fini par payer ces exonérations. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et donc, un bailleur social, pour répondre à votre interrogation, il est soumis, en théorie, au droit commun, il paye du foncier. Bon, alors dans les 20 ou 25 premières années, il n'en paye pas, après il en paye, ce qui veut dire qu'au pavillon sous bois, il y a des bailleurs sociaux qui payent effectivement de la taxe foncière, mais ceux qui rentrent dans les dispositifs de la politique de la ville, ils vont bénéficier d'une exo de taxe foncière qui ne sera compensée par l'État pour la commune qu'à hauteur de 40% de l'exonération. Donc nous allons y perdre. Et la contrepartie de cette exonération, c'est que le bailleur social doit mettre en place, pour la même somme, des politiques pour entretenir son patrimoine. Alors pas l'entretenir au sens courant du terme, parce que ça, il a l'obligation de le faire. Mais il doit mettre en place des politiques qui permettent de faire en sorte que ces logements sociaux, dans ce périmètre politique de la ville, eh bien, apportent un plus aux habitants, que ça soit un gardien à temps plein au lieu d'avoir un gardien à mi-temps ou un gardien pour 3 ou 4 groupes d'immeubles. Voilà. Donc, l'État accorde des exonérations, il en paye une partie, le reste est payé par la ville, et le bailleur a l'obligation de mettre en œuvre ces politiques.
Voilà comment les choses fonctionnent. Mais de tout temps, les bailleurs sociaux, en théorie, payent de la taxe foncière. Et vous confondez taxe foncière et taxe d'habitation. Et c'est pareil pour une propriété privée. Celui qui loue un appartement ou une maison, il ne paye pas de taxe foncière. C'est logique. D'autres questions? Alors, je retire, cette délibération est retirée, donc on y reviendra l'automne prochain. Si jamais, effectivement, il est confirmé, fin décembre, que nous entrons bien dans les déficits politiques de la ville, ce qui n'est encore qu'une hypothèse assez sérieuse, mais qui demande à être confirmée par l'arrêté ministériel qui sera pris en fin d'année. Madame Lebar. Merci, monsieur le maire. Vous pouvez nous dire quel est le périmètre de la ville qui serait concerné par cette politique de la ville? Grosso modo, le triangle Victor Hugo, Chanzy, Aristide-Briand, trottoir de Livry-Gargan, y compris sur Aristide-Briand, et de l'autre côté à la Fourche. Alors là, ils sont allés nous proposer un périmètre très compliqué à suivre, mais grosso modo, on pourrait penser qu'il y a à peu près 3000 habitants concernés, à peu près 1500 de chaque côté, mais tout ça, ça demande à être confirmé par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et je dois vous dire que si nous sommes parvenus à cette proposition des services de l'État, qui me semble une proposition satisfaisante, ça a été après un échange assez vigoureux avec la préfète à l'égalité des chances, puisque ça fait quelques mois qu'on travaillait sur le sujet, et Madame la préfète à l'égalité des chances est venue me voir, ça devait être au printemps, pour me proposer un périmètre. Et alors là, heureusement que j'étais assis quand elle m'a proposé son périmètre, puisqu'elle m'avait proposé un périmètre qui partait de la Fourche et qui incluait les cimetières, où il y a de nombreux habitants qui effectivement relèvent de la politique de la ville, la zone industrielle où il n'y a aucun habitant, et donc les périmètres politiques de la ville sont constitués de carreaux INSEE, qui sont ceux qui permettent d'avoir des statistiques sur la population. Et malheureusement, l'année retenue de référence est l'année 2019, et les services de l'État avaient juste oublié que Sainte-Anne et la Poudrette avaient été démolis il y a déjà un moment et qu'il n'y avait plus d'habitants. Donc venir me proposer un périmètre dont la moitié était composée des cimetières et de la zone industrielle, au début je n'y croyais pas, je lui ai demandé si c'était une blague, et notre échange a été un peu vif. Donc je saisis le ministre en charge, à l'époque c'était Olivier Klein, pour lui dire que quand même je trouvais sidérant que les services de l'État, qui quand même pilotent l'ANRU, même si l'ANRU est une agence de l'État, je trouvais sidérant que les services de l'État nous fassent une proposition qui n'est même pas intégrée les opérations ANRU qui nous avaient conduit à démolir et Sainte-Anne et la Poudrette. C'est quand même un truc de dingue, excusez-moi du terme, mais je me suis dit, mais comment est-il possible que dans un pays comme le nôtre, aussi administré que le nôtre, on ne s'aperçoive même pas 4 ans après que des logements ont été démolis. Et donc, après moult échanges avec monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, celui-ci, le préfet lui-même, est venu me voir il y a fin août pour me proposer ces deux périmètres qui, effectivement, alors qui ont un petit côté dérogatoire par rapport aux règles, tout simplement parce que les données prises en considération sont anciennes, et 4 ans dans la vie d'une commune, c'est beaucoup. Surtout quand vous démolissez, vous reconstruisez le logement social, les carreaux INSEE changent, et donc c'est sur la base des éléments et des discussions qu'on a pu avoir avec les services de l'État, et sur le fait qu'enfin, ils se sont rendus compte de leur erreur, que nous avons cette proposition de double périmètre. Voilà. Mais, encore une fois, tout cela a été remonté à l'Agence nationale de cohésion des territoires. J'espère que nos demandes traduites par le préfet de Seine-Saint-Denis seront prises en considération comme telles par les services de l'État, parce que s'ils reviennent en arrière et qu'ils s'arc-boutaient sur les données de 2019, on aboutirait à une proposition qui n'a pas de sens, quoi. Qui n'avait pas de sens. Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, et voilà ce que pourraient être ces deux périmètres. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Pas d'autres questions, donc je mets aux voix... Ah ben non, je ne mets pas aux voix, j'ai retiré cette délibération, décidément. Et je reviens à la délibération numéro 15, l'avenant à la convention de mise à disposition des installations sportives du collège Éric Tabarly. Mais pourquoi est-ce que c'est pas Yoann Denot qui rapporte cette délibération? On a choisi ce soir de les faire porter toutes ou presque. En fait, la principale du collège m'a sollicité à la fin de l'année scolaire dernière, parce que vous savez comment est construit le collège Tabarly, il est assez alambiqué, les espaces de récréation sont assez particuliers, on va les qualifier comme tels, puisque vous avez en théorie une partie des cours de récréation qui sont situés en hauteur dans le bâtiment. Bon, ça tenait, enfin tout cela tient à l'exiguïté du terrain. Nous allons parvenir en 1993, lorsqu'il a été fait le choix par la municipalité de l'époque de démolir les bureaux du Stade de l'Est pavillonnais et de donner ce bout de terrain pour y construire un collège. Bien évidemment, ce terrain était trop petit, et donc l'architecte qui a proposé un projet n'a pas pu faire de miracle. Et donc, il n'y a quasiment pas d'extérieur sur ce collège. Vous avez un bâtiment avec un hall intérieur, avec des cours en hauteur, enfin, c'est quelque chose d'un peu particulier, et donc qui pose des problèmes, et d'autant plus maintenant que les effectifs sont quand même relativement importants. Donc la principale du collège nous a sollicité pour savoir si, au moment des récréations, il pourrait utiliser le terrain de basket qui est dans l'enceinte du stade, mais qui est contigu au collège, et sur lequel, terrain de basket, le collège, les collégiens peuvent sortir par un accès dont le collège a la clé. Donc voilà l'objet de cette convention. Nous allons les autoriser à prendre l'air sur le terrain de basket situé à côté du nouveau local de la pétanque. Voilà. Des questions? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Qui l'approuve? Adopté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est Yoann Denot qui va nous la présenter, la signature de la convention avec l'association Mistinguett et la ville pour la mise à disposition des installations sportives. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, l'association Mistinguett est une association pavillonnaise consacrée à la danse pour les petits et les grands. La commune met à disposition effectivement des créneaux à l'espace des arts et au gymnase Jean Massé pour qu'ils puissent pratiquer avec leurs adhérents, tout simplement. Donc voilà, ça reste une convention normale comme toutes les autres associations sportives. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. La délibération suivante, la fixation et la répartition des indemnités de fonction attribuées aux élus du conseil municipal. Suite à l'élection de Katia Coppi, il faut modifier cette enveloppe qui diminue dans son utilisation, puisqu'il y avait un conseiller délégué qui disparaît et le nombre de maires adjoints reste le même, donc l'enveloppe globale diminue légèrement et il faut redélibérer. Donc vous avez le détail et vous avez nominativement, puisque c'est ce que la loi impose, le montant de ces indemnités, et vous aurez pu constater qu'elles sont les mêmes que précédemment, nominativement. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Adopté. Vous avez ensuite la délibération sur table. Voilà. Alors, la délibération que je vous demande l'autorisation d'examiner ce soir, bien qu'elle ne figurait pas dans l'ordre du jour qui vous a été adressé et qui fait suite au séisme intervenu au Maroc et qui vise à venir en aide aux populations sinistrées. Vous savez que depuis longtemps déjà, nous accordons une subvention exceptionnelle à la Fondation de France, ce qui nous semble donner toutes les garanties en termes d'utilisation des moyens, parce que nous pourrions bien sûr aller chercher les associations, etc., mais tout ça nous semble trop compliqué, d'autant plus que nous n'avons pas de contact particulier, et surtout nous voulons avoir la certitude que les fonds iront bien aux sinistrés, donc nous choisissons à nouveau la Fondation de France pour aider les populations du Maroc sinistrées.
Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Qui vote pour? Je vous remercie. Adopté. Je n'ai plus rien à l'ordre du jour, mais j'ai reçu 2 questions diverses. La première qui me demande, c'est M. Denis, Mme Calézir, M. Schleck, de faire un point sur la rentrée scolaire, les ouvertures de classe et les effectifs. Eh bien, écoutez, d'abord sur les effectifs, sur 10 écoles. Alors, quand je dis école, Fischer-Brosseau, 2, Robillard, 1, pour qu'on soit bien d'accord, Jules Verne, 1, Jean Massé, 2, puisque 2 directions différentes. En fait, on compte en nombre de directions. Sur 10 écoles, 7 ont un effectif moyen par classe qui est inférieur à 25. 2 écoles ont un effectif moyen par classe qui se situe entre 25 et 26, et une école a un effectif moyen par classe de 26,6 élèves. Voilà. Donc nous sommes tout à fait bien. Alors, je rappelle que, comme l'éducation nationale, pour les décisions d'ouverture et de fermeture des classes, nous parlons en nombre d'effectifs moyens. L'organisation interne de chacune de nos écoles relève de la direction de l'école, des équipes enseignantes et de l'inspection d'éducation nationale. Et nous n'avons pas notre mot à dire. Et c'est vrai que même dans une école où l'effectif moyen par classe est de 24,5, vous pouvez avoir des niveaux moins chargés que cela et d'autres un peu plus chargés que cela. C'est bien en moyenne que nous parlons, mais c'est ainsi que fonctionne l'éducation nationale, car c'est ce qui déclenche les ouvertures et les fermetures de classes sur un effectif moyen. Mais voilà, 7 écoles en dessous de 25, 2 entre 25 et 26 et une à 26,6. Je précise également que nous avons ouvert 4 classes à la rentrée. Nous avons ouvert une classe en maternelle à Jean Massé, une classe en élémentaire, que nous avons ouvert une classe à Brossolette et une classe à Julie-Victoire d'Aubier. Et nous avons fermé, l'éducation nationale a fermé une classe à Robillard qui ne dispose plus d'effectifs permettant d'avoir 10 classes. Donc on est tombé à 9 classes à Robillard. Ce qui ne manque pas de sel quand vous lirez la tribune de l'opposition de nos collègues Denis et Schleck, puisqu'ils me reprochent dans cette tribune de ne pas avoir démoli le clos de la Croix-Rouge pour construire des classes supplémentaires. Bah, écoutez, cette année à Robillard, on vient de fermer une classe. Donc c'était au moins simplement démontrer que ce n'était pas la priorité absolue. D'autant plus que sur les locaux de la Croix-Rouge qui doivent faire 30 mètres carrés au sol, je ne sais pas très bien comment j'ouvrirai une classe. Mais je ferme cette parenthèse pour ne pas trop polémiquer. Mais voilà, il se fait que la seule école où on a fermé une classe cette année, c'est Robillard. Voilà. Tout ça pour vous dire que malgré l'augmentation, et je m'en félicite, le nombre de gamins scolarisés maternelle et primaire chez nous, a progressé. Je ne sais pas s'il a quasiment doublé depuis 1995, mais pas loin, me dirait Katia qui doit connaître les chiffres par cœur. Nous ne nous sommes jamais trouvés dans les difficultés pour ouvrir des classes quand l'éducation nationale accordait des ouvertures de classes. Et vous voyez qu'avec 4 classes ouvertes cette année, les effectifs moyens par classe sont tout à fait dans la norme. Voilà, donc tout ça n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que nous avons toujours essayé de prendre les bonnes décisions au bon moment. Je vous rappelle notamment la construction de 15 classes en élémentaire à Jean Massé. Nous n'avons pas inauguré ces locaux, d'ailleurs, à cause de la crise du Covid. Je pense qu'on va le faire. Précédemment, il y avait eu la transformation complète en maternelle des anciens locaux de l'école élémentaire Jean Massé. Il y a eu la transformation de l'ancien collège Anatole France en école élémentaire, il y a eu l'extension de Marguerite Léopold, il y a eu l'agrandissement de Jules Verne, il y a eu l'agrandissement de Monceau, il y a eu la transformation de l'ancien collège de la Bazoche en école maternelle et primaire. Tout cela a représenté des sommes considérables. Le budget de l'enseignement a toujours été notre priorité absolue, et c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, nous sommes en capacité d'accueillir dans les normes de l'éducation nationale l'ensemble des gamins qui se présentent. Mais nous n'allons pas nous endormir sur ces lauriers, on regarde déjà devant nous, et les services de la ville travaillent sur un projet et travaillent sur un programme pour ouvrir une petite école de 8 classes dans le secteur Marguerite Léopold, Julie-Victoire d'Aubier, qui est le secteur, les enseignants le disent, le plus difficile
socialement et qui nécessiterait d'avoir des effectifs par classe les plus bas possibles, si tant est que l'éducation nationale l'accepte, hein, puisque ça, c'est pas nous qui en décidons. Mais en tous les cas, il nous faut nous préparer, puisque le ministre de l'Éducation a fait certaines annonces. Je ne sais pas si un jour elles se concrétiseront, mais on peut l'espérer. Et donc, nous travaillons sur l'ouverture d'une petite école de 8 classes, 3 classes de maternelle, 5 classes d'élémentaire, sur ce secteur-là. Voilà, c'est un projet à 3-4 ans, nous verrons, mais nous continuons à préparer l'avenir, alors que les effectifs scolaires sont... Alors, c'est difficile de prévoir la suite. Aujourd'hui, si vous écoutez d'abord les statisticiens, l'INSEE, le rectorat, on nous dit qu'on va vers une décrue des effectifs scolaires. Prudence, parce qu'on est quand même dans un département, la Seine-Saint-Denis, dont la démographie est l'une des plus fortes en France. Donc peut-être qu'au niveau national, il y aura une décrue, c'est possible, en tous les cas, les statisticiens le disent. Est-ce que ça se produira ici de la même manière qu'ailleurs? C'est pas une certitude absolue. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Voilà, ce qui fait que lorsqu'on cherche à savoir ce que sont les effectifs à 5 ans, c'est un peu compliqué. On pourrait prendre le pari de se dire, bon, aujourd'hui, les choses sont maîtrisées, peut-être qu'elles le seront dans les 3-4 ans qui viennent, mais c'est très difficile. Donc je préfère que nous anticipions et nous allons aller vers cette ouverture d'une petite école. Donc les services de la ville travaillent sur un programme, on en a déjà parlé avec les responsables, avec les enseignants en direction d'école et inspection d'éducation nationale, et c'est donc le prochain projet que nous aurons à suivre dans les 2, 3, 4 ans qui viennent. Voilà. Pour ce qui est de la réponse à votre question. Et ensuite, j'avais une deuxième question sur l'expertise de la salle Mozart. Écoutez, nous attendons toujours que le tribunal désigne un expert. Je vous avais dit avant l'été qu'on espérait qu'il serait désigné à l'automne, si possible au mois d'octobre, puisque vous savez qu'au mois d'août, plus rien ne fonctionne dans les tribunaux, puisque c'est un mois où tout s'arrête. Ça reprend en septembre, donc voilà. J'espère que cette désignation interviendra le plus vite possible, mais je ne peux pas vous donner de date. Et même lorsque l'expert sera désigné, il faudra tous que nous croisions les doigts pour qu'il rende son rapport dans des délais qui soient des délais raisonnables, mais là aussi, nous ne les maîtrisons pas. Voilà pour ces deux questions diverses, mes chers collègues. Je vous rappelle que dimanche auront lieu les élections sénatoriales, qu'à la demande générale, nous avons mis à disposition un car qui partira de la place Charles de Gaulle à 13h30, si mes souvenirs sont bons. On a choisi cet horaire pour vous éviter la cohue du matin, parce qu'il y a 6 ans, c'était absolument épouvantable, il y avait 2 heures de queue. Et donc, pour ceux qui souhaitent se rendre à la préfecture par le car, soyez gentils d'en informer le cabinet du maire pour que nous laissions personne sur le parvis si quelqu'un arrivait avec 5 minutes de retard. Voilà. Donc, si vous souhaitez utiliser ce car, faites-le savoir. Et le prochain conseil municipal aura lieu le 9 octobre, de mémoire, le lundi 9 octobre. Nous examinerons le budget supplémentaire. Voilà, mes chers collègues, l'ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite une bonne soirée.